Au deuxième jour de ses visites, Ibrahim Yacoubou s'est rendu sur le site de la centrale de Goudel et de la centrale à 100 MW de Gorubanda. Il est allé se rendre compte des moyens mis en œuvre par la Nigélec pour fournir l'électricité aux populations nigériennes. Ouattara Moussa, Suleiman Wali. De la centrale 89 MW Estit-Marc de Goudel à la station de pompage, le poste et la centrale thermique de Gorubanda, en passant par l'agence A1 de Kwarakano, le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, a intensifié ses visites des infrastructures et installations de la Nigélec pour s'enquérir des efforts déployés par la société dans la production, le transport, la distribution et la fourniture de l'électricité. Ce que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement, c'est de poursuivre en même temps 3 objectifs, vraiment de manière déterminée. Accroître l'accès, faire en sorte qu'il y ait plus de Nigériens qui ont accès à l'électricité, faire en sorte qu'il y ait plus de localités qui sont électrifiées, accroître nos capacités de production, notamment les productions propres au niveau national, et en les diversifiant, notamment en incluant les énergies renouvelables. Et troisièmement, améliorer la qualité du service public. Tout cela n'est possible que si nous disposons des capacités qui nous permettent de l'atteindre. Et moi, je suis très heureux de voir qu'au niveau de la Société nigérienne d'électricité, Nigélec, des capacités énormes se sont développées durant des années et ont permis d'améliorer constamment le service. Que ce soit au niveau de la formation du personnel, du renforcement des capacités de ce personnel, des capacités propres de la Nigélec, de la production de l'électricité jusqu'à la distribution dans le ménage, l'ensemble de cette chaîne-là qui est énorme, les Nigériens ne se rendent pas toujours compte, est une chaîne qui se perfectionne, qui s'améliore constamment. Toute la production cumulée grâce notamment aux importants investissements sur toute l'étendue du territoire national permet aujourd'hui à la Nigélec d'assurer la fourniture de l'énergie électrique à la population à travers son vaste réseau de distribution. Et il ressort des études comparatives que la société réalise la meilleure performance en Afrique. Les performances de la société aujourd'hui, si moi je devrais les saluer, on va dire que c'est de l'auto-glorification parce que c'est dans mon secteur. Mais il y a des témoignages en Afrique et il y a les témoignages de tous nos partenaires. Et vous étiez témoin qu'il y a quelques jours à l'occasion de la réunion du cadre de concertation, ils l'ont cité en exemple et ils ont considéré que si toutes les structures avaient cette performance-là, l'ensemble des projets que nous avons seraient mis en œuvre de manière plus efficace. Donc ce témoignage-là est le plus important. Mais ce que nous voulons, nous, c'est satisfaire la population nigérienne. Et je voudrais qu'ils sachent que c'est notre objectif. Cet objectif-là, nous sommes en train de le réaliser parce que le travail est immense. Mais vraiment, je prie les Nigériens de croire que nous allons progresser et nous allons rendre compte de ce que nous sommes en train de faire. Cette performance va s'accroître davantage avec la mise en service en 2003 de la centrale solaire 30 MW de Gorubanda, dont les travaux ont déjà commencé. Nous avons la possibilité, si tout ce qui est mis en place se réalise sans obstacle, que nous ayons des capacités importantes, notamment pour la centrale d'Agadez et la centrale que nous avons visitée avec vous tout à l'heure de 30 MW financée par l'AFD. Donc, à mi de l'année prochaine, il est possible, si tout va bien, si les choses se mettent en place normalement, que nous puissions avoir de bonnes nouvelles pour les Nigériens. Les Nigériens doivent savoir que les agents qui sont dans le secteur de l'énergie se battent pour cela. Je sais que lorsque quelqu'un n'a pas accès à l'électricité un jour ou qu'il y a un délestage, il ne se rend pas compte que c'est un travail important qu'il faut pour maintenir cette offre de manière permanente. On a l'objectif que le président de la République nous a assigné, c'est de faire en sorte que ces objectifs soient atteints et je vous assure que nous faisons tout pour que cela puisse s'améliorer. On nous a fixé des objectifs jusqu'en 2035 pour multiplier ce taux-là par 4. Ce que nous faisons, c'est de faire plus que les taux qui ont été prévus et d'accélérer ces objectifs-là pour que le plus grand nombre de Nigériens aient accès à l'énergie pour la vie de tous les jours et pour la production. Les perspectives en matière de production de l'énergie électrique sont nombreuses et prometteuses, de toute l'ambition du gouvernement de faciliter l'accès à l'électricité à toute la population nigérienne.
Le Niger célèbre demain, 28 juillet 2022, la 12e édition de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites virales, les maladies qui continuent de faire des victimes dans le monde et nécessitent une implication de tous. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a, dans son message qu'il a livré, fait la situation de ces maladies au Niger. Nafissa Badamassi et Habiba Draman pour plus de détails. Rapprocher les soins des malades, c'est le thème retenu pour cette 12e édition de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites virales, célébrée le 28 juillet de chaque année. En effet, l'hépatite virale chronique B reste un problème majeur de santé publique. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a dans son adresse rappelé les chiffres alarmants de ces maladies qui font plus de dégâts en Afrique. L'hépatite virale chronique B est un phénomène majeur de santé publique qui touche 296 millions de personnes à travers le monde et elle est responsable de 820 000 décès annuels. L'Afrique est l'un des continents les plus touchés avec 82 millions de cas porteurs chroniques. Au Niger, selon les données des études récentes chez les populations cibles, la séroprévalence de l'hépatite B est comprise entre 8 et 17% et le taux de mortalité enregistré dans les centres de prise en charge est élevé, avec 23%. Le ministre a ensuite mis l'accent sur les efforts déployés par les autorités nigériennes dans la lutte contre les hépatites ainsi que les projets de lutte en perspective. Il est à noter que dans le cadre de la riposte contre les hépatites, les autorités sanitaires ont créé en 2018 le programme national de lutte contre le sida et les hépatites. Plusieurs actions ont été menées depuis. D'autres actions sont en cours, telles qu'une étude de pilote de séroprévalence du virus de l'hépatite B chez la femme enceinte, l'intensification de l'intégration des hépatites, notamment l'hépatite B, dans les activités de programme VIH à travers l'élaboration d'un plan stratégique national intégré 2023-2027 qui est en cours. La procédure de négociation concernant la subvention des médicaments et des réactifs de suivi afin de les rendre accessibles aux malades, les discussions autour de l'intégration de la vaccination à la naissance dans le programme élargi de vaccination pour diminuer les nouvelles infections graves. Pour joindre l'acte à la parole, celui de répondre au thème de l'année, plusieurs actions sont prévues avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a indiqué Dr Idi Iliassou Meinassara. Pour rapprocher les soins aux malades dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites d'édition 2022, sont prévues une campagne de dépistage, des émissions de sensibilisation de la population sur les hépatites et leur prise en charge à travers les masses médias. La formation des prestataires de soins sur la prise en charge des hépatites virales et la prévention de la transmission mère-enfant du virus de l'hépatite B. Il faut rappeler que ces activités sont prévues dans le cadre de cette journée afin de mieux impliquer les populations pour freiner les dégâts combien désastreux de ces maladies au Niger. Et puis la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative poursuit sa mission d'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2022 de la région de Niamey. Une étape qu'il a menée dans l'arrondissement communal 3. Zainab Bolmaï, Moussa Hassan. Pour la troisième étape de sa mission d'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2022, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative s'est rendue dans l'arrondissement communal Niamey 3. Une étape qu'elle a commencée par la visite terrain, un périple l'ayant conduit tout d'abord au site maraîcher de Gabougoura d'une superficie de 4 hectares, exploité par 57 femmes qui s'adonnaient essentiellement à la production du moringa. Une activité qu'elles ont dû abandonner après les inondations des années passées. Aujourd'hui, les femmes du groupement Ngomni s'adonnent à la production du riz. Malheureusement, elles sont confrontées à un problème d'eau. La mission a pris note de cette doléance. Ensuite, le réservoir R15-6 à Koubia d'une capacité de 2500 m3
L'ouvrage a permis d'augmenter la pression de services dans les zones d'influence et couvre le besoin en eau d'environ 3000 personnes. Autre site visité, la ferme Azagou, une ferme pastorale d'une superficie de 11 134 m², activité principale production laitière, embauche bovine et ovine et l'exportation de bétail sur pied dans la sous-région ouest africaine. La mission a encouragé cette initiative et pris en compte les doléances émises par l'exploitante. De la visite des champs de culture, le constat est le suivant. Le mil est au stade de talage. Madame Daoura Hadiza Kafougou s'est ensuite rendue à la maison du paysan où elle a visité le magasin d'intrants et le magasin d'aliments bétail. Enfin, l'atelier de couture. Vu la qualité des produits trouvés sur place, la mission a préconisé la poursuite de la formation. Enfin, le meeting populaire a permis d'évoquer des sujets comme la mendicité, la sécurité, l'éducation. Les populations n'ont pas manqué de remercier l'État pour les aides dans leur localité. De l'exposé des services techniques, on peut noter que la campagne agricole a connu une installation précoce par rapport à l'an passé, occasionnant les premiers semis partiels au niveau des 11 villages agricoles. La situation phytosanitaire est calme. Sur le plan alimentaire, la situation est caractérisée par une hausse de prix, mais les produits sont disponibles sur les marchés. Volet pastoral, la situation du pâturage se caractérise par la rareté des espèces appétibles par les animaux. À cette date, le stade phénologique des herbacées et la levée avancée. Volet environnement, dans le cadre de la lutte contre la désertification, l'arrondissement communal Niamey 1 a produit 3000 plants. Sur le plan hydraulique, un forage a été réalisé à Gabougoura, 2 points d'eau modernes terminés. Génie rural, réhabilitation des digues et des sites maraîchers avec la construction de bassins de retenue d'eau à Goudel, Gabougoura et Gouroubanda. Après cet exposé, la chef de mission a tiré la synthèse de la journée. À Zender, fin de la mission de suivi de l'installation de la campagne agro-sylvo-pastorale et hydraulique 2022. Hier, le ministre de l'Agriculture qui a effectué la dite mission a présidé une réunion de synthèse qui a regroupé tous les acteurs concernés. D'autres précisions avec Kassoumotari et Lawal Hussein. Dans la région de Zander, c'est le ministre en charge de l'Agriculture, Alambaji Abba Issa, qui a eu l'honneur de conduire la mission dont l'objectif principal est le suivi de l'installation de la campagne et plus particulièrement échanger avec les différents acteurs locaux sur la mise en œuvre des projets, programmes intervenant dans la région, s'entretenir avec les populations et les niveaux déconcentrés et régionaux, des conditions de préparation de cette campagne et enfin échanger avec les populations sur les questions socio-politiques et économiques de l'heure. C'est ainsi que le ministre de l'Agriculture, qu'accompagne le gouverneur de la région Lawala Amadou Madougou, le président du conseil régional Amadou Hassan, le conseiller à la présidence et à la primature, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et celui de la région, des cadres techniques centraux et régionaux, a visité du 20 au 25 juillet 2022 les 10 départements qui comptent la région de Zander. Ainsi, l'installation de la campagne de la région a été très précoce avec les premières pluies utiles reçues à mi-avril 2022 dans le département de Magaria. Elle a été effective dans toute la région avec les pluies généralisées pendant la deuxième décade du mois de juillet. Sur les 157 postes pluviométriques suivis, 112 sont excédentaires. Le cumul pluviométrique varie de 379,2 mm en 7 jours, enregistré à Amdara, à 37,7 mm en un jour à Drom. Ainsi, à la date d'aujourd'hui, tous les 3520 villages agricoles que compte la région ont sémé, soit 100%, contre 96,96% des villages à la même période de l'année 2021. Il convient ici de préciser que les derniers semis dans la frange nord de la zone agricole de la région ont surtout concerné le sorgho et le niébé. Aussi, la campagne a été marquée par des phénomènes exceptionnels, sécheresse, vents violents, inondations au niveau des départements de Kanché, Magaria, Meria, Dongas, Tanout et Belbéji. De façon particulière,
d'importants dégâts ont été causés par les pluies diluviales de la mi-juillet dans 3 communes du département de Myria, notamment Hamdara, Gafati et Myria. Le bilan des dégâts à la date du 25 juillet 2022 se résume comme suit. 2738 ménages sinistrés, 2390 personnes affectées, 2984 maisons effondrées et 9 pertes en vie humaine. L'évaluation exhaustive des dégâts et des personnes affectées est en cours, mais déjà les premiers secours sont organisés par les communes, la région et la primature. Du point de vue des pâturages, les stades phénologiques des herbacées varient de la levée au talage et le stade dominant est la levée, particulièrement dans la zone pastorale. La situation zoosanitaire est globalement calme. Toutefois, des foyers de clavelée et de pastorellose maîtrisés ont été arrêtés. Les plans d'eau ont connu un bon niveau de remplissage de manière générale, assurant l'abreuvement du cheptel. Sur le plan alimentaire, est caractérisé au cours de cette campagne par une disponibilité des denrées sur les marchés et une hausse des prix de certaines denrées de première nécessité par rapport à l'année passée. Cette hausse a été toutefois contenue par les opérations de vente à prix modéré, les distributions gratuites et les travaux IMO. À ce niveau, il faut souligner les témoignages unanimes de tous les acteurs rencontrés selon lesquels la mise à la disposition des populations de quantités exceptionnellement importantes de vivres et d'aliments de bétail a contribué à sauver des vies humaines et animales. De plus, cette action aurait même réduit à néant des migrations jadis coutumières dans certains départements de la région. C'est pourquoi le ministre a pris l'engagement de rapporter fidèlement au président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, ces témoignages de reconnaissance et de gratitude des populations. Au terme de cette mission, notre équipe a pu constater que toutes les populations rencontrées ont exprimé avec énergie leur profonde gratitude et leur vive reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum, et au gouvernement pour les multiples efforts consentis dans le cadre de l'atténuation des effets des déficits céréaliers et fourragers de l'année 2021 et des mesures idoines prises pour préparer la présente campagne. J'ai pu vous assurer pour ma part que nous ne manquerons pas de rapporter le plus fidèlement possible ces témoignages directs de reconnaissance aux plus hautes autorités de notre pays. Il convient de rappeler que l'État, avec l'appui de ses partenaires, a pris des dispositions pertinentes pour assurer un bon déroulement de la présente campagne. C'est ainsi que la région a bénéficié des appuis suivants. Sur le plan agricole, 1,750 milliard de francs CFA. Sur le plan pastoral, plus de 2 milliards de francs CFA. Sur le plan de la maîtrise de l'eau, 870 millions de francs CFA. S'agissant justement des équipements ruraux, 951 millions de francs CFA. Sur le plan environnemental, le montant global des réalisations est estimé à plus de 1,5 milliard de francs CFA. En matière d'hydraulique, plus de 2 milliards en matière d'hydraulique villageoise, pastorale et d'assainissement. Autre fait marquant de la présente mission, les échanges directs avec les populations des localités visitées où, en toute transparence, les uns et les autres ont tenu à s'exprimer sur plusieurs points d'intérêt national, à savoir la sécurité des personnes et de leurs biens, l'intensification des cultures irriguées, la réforme du secteur des engrais, la gestion des collectivités territoriales, l'opérationnalisation des maisons du paysan et la gestion de la transhumance transfrontalière, entre autres. C'est dire que la mission s'est achevée sur une note générale de satisfaction. Le ministre a délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, a aussi présidé ce matin à Tawa la réunion de synthèse de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2022. Fatima Malik Abdraman. Le mercredi 20 juillet 2022, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, à la tête d'une forte délégation composée des conseillers à la présidence, à la primature, à l'initiative 3N, du gouverneur de la région d'Ottawa et du président du conseil régional, des cadres centraux, régionaux et départementaux ont sillonné les 12 départements de la région d'Ottawa pour constater
constater de visu le suivi de l'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique. Mission qui a pour objectif de s'entretenir avec les populations sur l'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2022. Échanger avec les populations sur les plans d'urgence et soutien ainsi que les perspectives d'intervention. Faire le point sur la mise en œuvre de l'initiative 3N avec un accent particulier sur la maison du paysan, le conseil agricole et les fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Échanger avec les populations sur les questions socio-politiques et économiques, la sécurité des personnes et de leurs biens, la gouvernance des collectivités décentralisées et échanger sur la mise en œuvre des projets et programmes intervenant dans les différents départements de la région de Tawa. De Kwani Malbaza en passant par Madawa, Bouza, Keita Tassara, Tiliyatin Tabaraden, Abalak, Tawa, département Ilela et Bagaroua, la mission a eu des séances de travail marquées par des présentations, des exposés et partage d'informations avec les autorités administratives, municipales et coutumières, les cadres des services techniques régionaux et départementaux, ainsi que la population sur l'installation de la campagne agricole en cours. Et bien d'autres thématiques et sujets d'actualité ont été développés par les ministres. Thématiques qui ont pour nom la sécurité, la paix, la cohésion sociale, l'éducation, la santé et bien d'autres sujets d'intérêt général ont été développés par les ministres et les autres membres de la délégation. Outre ces rencontres d'échange, les ministres ont effectué des séries de visites sur les terrains, au niveau des champs pour échanger avec les paysans, mais aussi au niveau des plusieurs sites abritant des ouvrages et infrastructures hydro-agricoles et commerciales. À toutes ces étapes, des réunions comme des visites sur les terrains ont permis à la délégation d'échanger avec l'ensemble des couches socio-professionnelles sur toutes les questions relatives à l'installation de la campagne et d'autres préoccupations de l'ère. Occasion pour les ministres en présidant la réunion de synthèse, réunion au cours de laquelle a été exposé les rapports de toute la mission. Youssouf Mohamed El Mokhtar a relevé les constats de sa mission. Il a été relevé qu'au total, 1881 villages agricoles ont pu effectuer des semis sur 1896, soit 98,21%. On dénombre 254 villages à risque. La situation phytosanitaire est calme. Par rapport à la situation phénologique, l'État et ses partenaires ont mis en place d'importants appuis en intrants au profit des ménages vulnérables. Cependant, la situation reste difficile dans certaines zones des départements de Tilia, Tintabaraden et Tassara. L'état d'embonpoint des animaux est globalement passable. La situation sanitaire est calme sur l'ensemble de la région. Sur le plan environnemental, l'évaluation de l'installation de la campagne fait ressortir des résultats satisfaisants de mise en œuvre du programme d'urgence et du plan de soutien. Les investissements dans le niveau du secteur hydraulique et assainissement s'élèvent à plus de 16 milliards 400 millions de francs CFA au titre de la région. Au terme de cette synthèse, les participants ont formulé d'importantes résolutions et recommandations à l'endroit de l'État et ses partenaires, mais aussi à l'endroit de la population. D'appuyer les villages qui sont à risque. Donc de trouver des stratégies alternatives leur permettant de les soutenir pour qu'elles puissent faire leurs activités. Et d'accélérer la réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole de Kony pour son utilisation immédiate afin de soulager la population bénéficiaire ayant perdu plus de 5 campagnes de production. Accélérer la finition et la réhabilitation des travaux des points d'eau pastoraux ainsi que la création de nouveaux points d'eau. Sensibiliser les éleveurs à la vaccination, poursuivre la construction des magasins de stockage d'aliments bétail, créer des pépinières au niveau des chefs-lieux, renforcer les filières de produits forestiers non ligneux, prendre toutes les dispositions pour la réalisation des bandes pare-feu en début septembre, poursuivre la généralisation
de mini-AEP multivillages, partout où les conditions hydrogéologiques le permettent. Prendre des mesures idoines pour la remise en service des stations de pompage et autres points d'eau en panne. C'est sur une note de satisfaction qu'a pris fin cette mission de suivi de l'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique. Mission qui a permis à la ministérielle de constater à quel niveau et comment se déroule la campagne agricole 2022 des 12 départements qui comptent la région d'Ottawa. Vous pourrez d'ailleurs suivre les synthèses des membres du gouvernement et mentionner les régions de Maradi et d'Osso dans notre grande édition de 20h30 de demain. Cela dit, le ministre de l'Éducation nationale, professeur Ibrahim Natatou, a présidé ce matin la cérémonie de sortie de la 13e promotion de l'Institut de formation des professeurs de CEG franco-arabe. Ce sont au total 180 récipiendaires qui ont reçu leur diplôme de fin de formation en présence de plusieurs invités. Hassim Abdoulaye, Lawali Haya. Chansons, lecture en arabe, défilé, c'est tout un ensemble de manifestations qui a marqué cette cérémonie qui consacre la sortie de 180 nouveaux enseignants constituant la 13e promotion de l'Institut de formation des professeurs des CG franco-arabes du Niger. Une cérémonie qui marque également l'aboutissement de tout un processus savamment mené par l'État et ses partenaires. Nous sommes contents aujourd'hui qu'on ait atteint notre objectif par rapport à cette formation. Aujourd'hui, il y a 100 parmi ces étudiants qui seront directement consommés, n'est-ce pas, par le ministère de l'Éducation nationale. La représentante des récipiendaires n'a pas pu cacher son émotion en remerciant au nom de ses camarades tous ceux qui ont contribué à parfaire leur formation. Aboutir à cette formation n'était pas une tâche fortuite. Il a fallu du chemin à longue durée, d'un travail acharné et des efforts chevaleresques. Et des sacrifices incalculables, sans oublier l'accompagnement indéfectible et sans relâche des dirigeants de l'Institut Amir Sultan. Nous remercions en toute sincérité nos enseignants pour leur appui, leur transfert du savoir et de compétences entre enseignants et étudiants et leurs conseils tout au long de notre formation. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger, Dr Zaid Al-Arbi, et le directeur du centre Amir Sultan, Dr Salman Mohamed, ont félicité les étudiants et les ont exhortés à mettre valablement leur acquis au service des futurs élèves. Il en est de même du ministre de l'Éducation nationale. J'en suis convaincu que la formation donnée par l'Institut supérieur de formation des professeurs de CG franco-arabe du Centre culturel Amir Sultan contribuera pour beaucoup à mettre en place une ressource humaine compétente en matière d'enseignement disciplinaire afin d'améliorer davantage la qualité de l'enseignement dans nos établissements franco-arabes. En ce qui nous concerne, conformément aux orientations du président de la République, nous œuvrerons inlassablement pour le développement de ce secteur qui est un maillon essentiel de notre système éducatif. Ouvert en 2008, l'Institut supérieur de formation des professeurs des CG franco-arabes a formé et mis à disposition 917 enseignants, tous titulaires du DAP CG et en service dans les collèges ruraux du Niger. À travers le reportage qui va suivre, la radio et télévision du Niger, RTN, rend hommage à Narwa Badouché, acteur-compositeur de la troupe Al-Bichir de Tirozérine et acteur important de la culture nigérienne, disparu le dimanche 24 juillet dernier. Narwa Badouché aura indéniablement œuvré pour l'émergence de la culture nigérienne. Abdelaziz Issaka et Mohamed Soumana. Comme la lueur d'une bougie qui éclaire un espace, des hommes à travers leur vie éclairent leur génération. À la différence des bougies qui s'éteignent, même après leur mort, ils continuent à illuminer tout un pays à travers l'éclat de leurs actions. De ces hommes figure Narwa Badouché. De son vivant auteur-compositeur de la célèbre troupe Al-Bichir de Tirozérine, l'homme est très peu connu du grand public. Pourtant,
même dans l'ombre, à travers ses œuvres, il a su marquer tout le Niger. Décédé le 24 juillet 2022, il aura connu 65 années de vie bien remplie. Ingénieur en informatique de gestion, ancien cadre de la Sonicha, syndicaliste et talentueux auteur-compositeur, Naroua Badoché jouit de l'estime de tous ceux qui l'ont côtoyé. Il s'agit d'une personne exceptionnelle, un bosseur, un travailleur, quelqu'un de très fidèle et très sociable. Et vous avez vu également la mobilisation qu'il y a eu au cimetière. C'est exceptionnel. Moi, je n'ai jamais vu au niveau du cimetière une telle mobilisation. J'avoue que Naroua est un homme de relations. Et c'est quelqu'un qui, en réalité, ne cherche pas la richesse ou en tout cas un bien à lui tout seul ou à lui pour sa famille. Non, c'est quelqu'un de très large, de très sociable, de généreux. En fait, Naroua Badoché, je ne veux pas dire que ça dépasse le nom patron de la troupe Al-Bichir. C'est un père pour nous, pour l'ensemble de la troupe Al-Bichir. Parce que chaque fois, c'est lui qui nous donne des conseils. C'est quelqu'un dont vraiment on a perdu une grande personnalité. C'est quelqu'un de très courtois, très affable, très discret, mais très déterminé. Et en termes de rapports sociaux, c'est quelqu'un qui a toujours su, en tout cas, fédérer les gens, et toujours s'impliquer par altruisme, en tout cas, dans toutes les actions qui consistent à développer notre zone. Donc, c'est une perte immense qu'on a eue. Entre militantisme politique et sensibilisation, il sait, à travers ses compositions, trouver les mots justes et créer l'harmonie musicale nécessaire à susciter chez les Nigériens fraternité, travail et progrès. C'est un grand moraliste. C'est vrai, au début, il ne faisait que des chansons du parti politique. Et à partir de là, il a, sans se mouiller, comme on dit, il fait la part des choses. Il compose des chansons pour la vie, sur la vie des gens, sur la morale. Qu'est-ce qu'il faut respecter dans la vie des gens? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens vivent mieux? Donc il a séparé ça des chansons qu'il fait pour galvaniser les foules de son parti politique. Donc en tant qu'homme de culture, il a fait un combat chevronné. Et au-delà de ses œuvres politiques, il a toujours bataillé pour le développement. Et tout simplement, vous allez voir dans ses compositions qu'il a chanté énormément pour des activités de sensibilisation, la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme. Il a fait la promotion de ce qui fait la valeur cardinale de notre société, le mariage. Et il vous souvient quand la chanson Auré a fait son apogée pratiquement dans toutes les cérémonies de mariage. C'est les conseils, les viatiques que les gens mettaient pour accueillir le couple qui arrive. Badoché ne fait pas que du chant, il écrit des poèmes également. Et il contribue également à la créativité, je vais dire sur d'autres pans, en assistant d'autres troupes, ce que les gens aussi ne savent pas, ou d'autres groupes d'artistes. Mais non, c'est un homme de culture. Non? Il a contribué au développement culturel de notre pays. Il fait partie de nos experts que nous mandatons pour aller siéger dans des comités de réflexion, pour aller siéger dans des comités d'organisation, et toujours dans le secteur culturel, celui des arts. Et il a su donner satisfaction parce qu'il a des idées fertiles et dans le calme, comme je vous ai dit, il arrive à donner sa meilleure contribution. Ainsi, Naroua Badoché a indéniablement œuvré pour le rayonnement de la culture nigérienne et à l'essor de la troupe Al-Bichiri de Kiro, qui se classe aujourd'hui
parmi les meilleures troupes du paysage musical du Niger. Va en paix, digne fils du pays, et que ton âme repose en paix.